pour cette conférence de presse où je vais confirmer ce que j'avais déjà dit d'ailleurs dès 2019, que j'étais candidat à l'élection présidentielle. D'ailleurs, le journal Le Monde avait été le premier à le signaler. Et donc je le reconfirme cette fois-ci, mais en assortissant cette conférence de presse d'un programme qui n'est pas le programme encore définitif, mais que vous avez peut-être pu voir pendant les quelques minutes où on vous a fait un petit peu attendre le temps que tout le monde arrive, et qui est un programme qui est quand même assez détaillé, qui est même très précis sur un certain nombre de choses. Je pense même qu'on peut dire que c'est un programme très riche en informations et en décisions qui ne sont pas des décisions floues, des propos généraux, des intentions. C'est toujours, comme je le souhaite, des choses extrêmement précises. Il y a depuis, vous le savez, j'ai créé un mouvement politique en 2007, il y a donc 14 ans et demi, le 25 mars 2007, et je me suis présenté pour la première fois à l'élection présidentielle en 2017. Depuis 2007, mais aussi depuis 2017, de très nombreux événements sont intervenus sur la scène nationale ou internationale et qui, si vous me le permettez, n'ont cessé que d'apporter de l'eau au moulin des analyses et des propositions que je fais depuis plus de 14 ans. En 2017, en 2007 déjà, il n'y avait pas, on ne pensait même pas à l'idée d'un Brexit. En 2017, le Brexit avait été voté, mais il était encore très loin d'avoir été mis en œuvre puisqu'il est entré en vigueur en 2020. Et je me rappelle que pendant l'élection présidentielle, pendant la campagne présidentielle, on m'avait attaqué là-dessus en me disant « Vous voyez bien, ça ne marche pas, c'est pas possible, et ci et ça ». Eh bien, le Brexit a eu lieu, et il se passe, on aura peut-être des questions tout à l'heure, il se passe finalement très bien, nonobstant les campagnes que l'on nous annonce sur les pénuries, comme s'il n'y avait pas de pénurie en France et dans le monde. Depuis 2017... on a parlé aussi du Polexit. C'est d'ailleurs le sujet du jour. Je n'ai quand même pas rêvé. Hier, la couverture même du journal Libération portait sur ce sujet. On ne parlait pas du Grexit. On ne parlait pas du Czechsit. Donc l'idée de sortir de l'Union européenne, qui paraissait complètement farfelue en 2007 quand j'ai créé l'UPR, qui paraissait quand même vraiment complètement à côté de la plaque, même en 2017, et maintenant dans tous les esprits. J'ajoute que la question de l'euro, le feu couve sous la cendre. Il y a eu les crises qui n'existaient pas en 2007, la crise à Chypre, la crise en Grèce, l'appauvrissement des populations en Grèce. Le fait que, même si on n'en parle pas beaucoup en France, sauf dans des revues spécialisées, les Allemands sont très inquiets de ce qui se passe à la Banque centrale européenne. Il y a des Allemands qui ont saisi le tribunal constitutionnel de Karlsruhe pour obtenir la fin du quantitative easing, comme on dit, des rachats de dettes d'État sur le marché secondaire par la Banque centrale européenne. Et les nouvelles élections et le nouveau gouvernement qui va prendre place pour succéder à Mme Merkel, avec très probablement le chancelier Scholz du SPD dans une alliance avec les libéraux du FDP et les Verts, eh bien, les libéraux du FDP sont là, comme c'est un faiseur de roi, pour imposer leur volonté, donc vont demander une rigueur beaucoup plus importante à la Banque centrale européenne. On n'avait pas en 2017 vu le désastre de l'OTAN, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan. On n'avait pas en 2017 un président de la République en personne comme M. Macron qui avait dit que l'OTAN était dans une situation de mort cérébrale. Alors si c'est une situation de mort cérébrale, on fait quoi? Voilà, je ne vais pas égrener tout ça, mais on pourrait citer maintes autres exemples de ce patrimoine public ou privé qui passe en mains étrangères parce que nous n'avons plus en fait les moyens de contrôler les mouvements de capitaux, ce qui nous est imposé
par l'Union européenne et par les traités européens. Je ne voudrais pas non plus oublier ce qui n'existait pas en 2017, ou peu, en tout cas ce qui n'existait pas en 2007, qui est... Vous êtes les bienvenus. Ce qui n'existait pas en 2007, c'est la crise des migrants. La crise des migrants qui a montré l'irréalisme de l'espace Schengen, qui a montré à quel point le pouvoir politique est dépourvu de vrais moyens d'action, parce qu'il est contraint par les traités européens, par l'espace Schengen, par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et par certains articles de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce n'est plus moi qui le dis. C'est maintenant M. Michel Barnier, qui a été 17 ans dans les arcanes du pouvoir, que j'ai connu d'ailleurs lorsque j'étais moi-même conseiller auprès de M. de Charette. M. Barnier, qui est un homme pour qui j'ai du respect, et qui, après avoir négocié pendant 4 ans le Brexit, a fait cette déclaration sensationnelle quand même, qui est qu'il faut, si on veut régler vraiment les questions migratoires en France, conformément à ce que souhaite une écrasante majorité de la population, il va falloir, a-t-il dit, se soustraire à certains articles des traités européens, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez vu que ça lui a valu aussitôt les fatwas des européistes, puisque nous sommes dans un pays où il n'y a plus de débat sur ces questions, ce qui tranche d'ailleurs avec les pays du nord de l'Europe, ou a fortiori au Royaume-Uni, puisqu'en France, il semble que le débat est strictement limité entre être pour l'Europe et être pour l'Europe. Voilà. C'est-à-dire que vous avez le droit d'être pour ce qui se passe, ou alors pour une autre Europe, mais surtout pas de débat sur le Frexit. Voilà. On a le droit d'être pour une autre Europe. Éventuellement, vous avez vu que ça fait florès en ce moment à droite, chez des candidats de droite, tout le monde veut faire prévaloir le droit national sur le droit européen. J'ai expliqué que c'est absurde, que ça ne marchera pas, que c'est interdit pour toute une série de raisons. D'ailleurs, d'abord une raison pratique, c'est que si la France applique son droit national, les 26 autres feront pareil. C'est déjà la cour du roi Péto, alors vous imaginez, si les 27... En fait, c'est l'explosion générale de l'Union européenne, ce que je ne souhaite pas personnellement, parce que je souhaite que les choses, le retrait se fasse en bon ordre. D'ailleurs, le Brexit s'est passé en bon ordre, en définitive. Je ne dis pas que les négociations ont été faciles. Mais enfin, ça s'est passé. Il n'y a pas de guerre. On a gardé nos relations diplomatiques. On continue à faire des échanges. On continue à se parler avec les Britanniques. Moi, je ne voudrais pas qu'une Union européenne s'effondra comme l'Union soviétique s'est effondrée, avec des crises politiques, des crises monétaires, financières, etc. Nous voulons que la France, vous le savez, sorte de l'Union européenne en bonne intelligence avec ses voisins. Et je suis un peu surpris que des gens trouvent plus raisonnable de dire qu'ils vont rester dans le club en n'appliquant plus les règles. C'est un peu comme si vous avez une partie de belote, ou bien vous jouez à la belote et vous appliquez les mêmes règles que les autres, ou bien vous ne jouez pas. Vous n'allez pas participer à un jeu de belote, puis au bout d'un quart d'heure, dire non, finalement, moi, ces règles ne me conviennent pas, j'applique les miennes. Vous imaginez. C'est exactement la situation dans laquelle on est. Je trouve donc complètement déraisonnable le débat actuel de tous ces responsables politiques, qui d'ailleurs ne sont pas responsables, mais qui sont, au sens étymologique, irresponsables. Pourquoi est-ce que d'ailleurs ne veulent-ils pas le Frexit ? C'est quand même quelque chose d'hallucinant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme s'il y avait une espèce de mur invisible dans la société française, qui n'existe pas dans d'autres pays de l'Union européenne, qui faisait qu'il y avait un interdit absolu d'évoquer cette possibilité. Il en est d'ailleurs de même pour l'OTAN, puisqu'ils veulent tous sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, reprenant ainsi la décision de De Gaulle, mais dans un tout autre contexte géopolitique et historique, et ils ne veulent pas sortir de l'OTAN. Ce sont en fait des pensées qui sont tout à fait inabouties et qui donnent l'impression de réagir aux événements en essayant de ne pas se mettre trop mal avec la pensée dominante. Ce ne sont pas des pensées et des raisonnements de chefs d'État. Alors, le programme que vous avez vu est un programme très riche que je ne vais pas quand même commenter. Je suis du moins là pour répondre
à vos questions ensuite. Je voudrais en premier lieu attirer votre attention sur le fait que fondamentalement, qu'est-ce qui a guidé ce programme ? Premièrement, répondre à ce que veulent les Français, tel qu'en tout cas nous on le perçoit. Les Français, ils font passer année après année, message après message, un certain nombre de choses qu'ils veulent. Et donc on essaie de répondre à ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la démocratie. Demos kratos, le pouvoir du peuple. Et puis, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer donc de donner au pouvoir, au prochain président de la République, le pouvoir de répondre justement à ce que veulent les Français, c'est-à-dire lui donner les marges de manœuvre nécessaires. Il y a deux grands types de marges de manœuvre. Il y a la marge de manœuvre juridique, c'est-à-dire arrêter d'être ligoté par absolument tous les traités, par ce que l'on appelle l'état de droit. Il faudra d'ailleurs qu'on reparle peut-être de la question d'état de droit. Nous sommes pour l'état de droit, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose qui, à notre avis, surplombe l'état de droit, c'est la démocratie. Et on en est maintenant réduit à des choses où on a un conflit majeur entre un état de droit qui a été fixé, par exemple, des directives européennes qui a été fixées par des commissaires européens non élus, et majoritairement d'ailleurs tout à fait qui ne sont pas français, et qui devraient s'imposer à la volonté du peuple souverain. C'est tout le problème, il est là. Hein. Et puis, il y a non seulement des marges de manœuvre juridiques à rendre au pouvoir politique, sinon on va réélire... Quel que soit le prochain président, il fera la même chose que ses prédécesseurs. Il ne peut pas faire autrement. Et puis rendre également des marges de manœuvre budgétaires et financières. Et le premier aspect, le premier volet de ce plan, vous le noterez, concerne des économies tout à fait considérables qui sont faites. Alors, il s'agit pour l'instant de chiffrage encore provisoire. Nous ne sommes quand même que le 19 octobre. Vous avouerez que nous ne sommes pas en retard par rapport à d'autres. Moi, je me présente devant vous avec un programme. Je ne suis pas de ces candidats qui disent « je suis candidat, mais au fait, pourquoi dire ?» Ça rappelle... Il y avait une citation, je crois, dans un film de Woody Allen, qui disait... il y avait un journaliste qui lui posait... Là, il disait, sans avoir entendu la question, la réponse est oui, mais quelle est la question, quoi. Donc la réponse est oui, je suis candidat, mais maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Donc on voit des candidats qui cherchent comme ça, qui font appel aux Français pour savoir ce qu'ils veulent. Non, nous, on se présente, nous, on a suffisamment travaillé, on croit suffisamment comprendre quels sont les problèmes de la France pour proposer aux Français, puis ils verront.